nouvelle édition de l'information sur la CIT. Bonsoir, bienvenue. Au sommaire de cette édition, alors que les prochaines élections se profilent, les différentes institutions chargées de leur organisation redoublent d'efforts pour être prêtes. De la CENI à la Cour constitutionnelle, en passant par la HAC, les discussions se multiplient en vue d'une élection réussie. Aussi, le Togo bénéficie d'un financement de 1,5 milliard de francs CFA sur 2 ans de la part de la Banque mondiale pour soutenir les communautés côtières dans le cadre du programme Wakarizip visant à renforcer la résilience aux risques côtiers. Au-delà de nos frontières, la levée par la CEDEAO de la plupart des sanctions économiques et financières imposées au Niger après le coup d'État militaire du 26 juillet dernier a été accueillie avec joie par la population nigérienne qui voit dans cette levée des sanctions un retour à la normale et une perspective d'amélioration des conditions de vie. Et puis cette semaine, à Nairobi, au Kenya, se tient la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, des pourparlers qui ont pour but de mettre en lumière les dangers qui menacent la planète dans son ensemble et de prendre des mesures préventives pour empêcher sa dégradation. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Les préparatifs des prochaines élections se précisent et toutes les institutions impliquées dans l'organisation se préparent déjà à jouer leur partition. De la CENI à la Cour constitutionnelle, en passant par la HAC, les rencontres se multiplient pour un processus électoral réussi. Les élections législatives et régionales se tiendront finalement le 20 avril prochain au Togo. Concernant celles régionales, ce sera la première fois que le pays l'organise et les institutions en charge de ces élections sont déjà à pied d'œuvre. C'est le cas de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui, au cours de la semaine écoulée, a rencontré la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC en vue d'harmoniser les initiatives pour un scrutin équitable, transparent et serein. Bien avant cette rencontre, la HAC a également rencontré les professionnels des médias qui, ensemble, ont adopté les textes réglementaires de la couverture médiatique des scrutins. Du côté de la CENI, elle a modifié la période de dépôt des dossiers de candidature qui va désormais du 19 février au 6 mars 2024. L'institution en charge de l'organisation des élections a échangé également avec les membres de la Cour constitutionnelle sur les difficultés qui peuvent subvenir le long du processus et la manière de les régler conformément aux tests. Autrement dit, des aspects importants du processus électoral touchant au dépôt des candidatures, au déroulement des scrutins et au recueil des résultats. Face à ces multiples démarches, l'on peut conclure que le train des élections est en marche et il est important que les partis politiques cessent certaines agitations pour se remettre en selle. La Banque mondiale finance un sous-projet social à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA sur 2 ans au Togo pour soutenir les communautés côtières dans le cadre du programme Wakarizip, un programme qui vise à renforcer la protection côtière. D'autres précisions dans ce qui suit. Renforcer la protection côtière et réduire les risques naturels et anthropiques auxquels sont exposées les communautés côtières, tel est l'objectif que s'est fixé le Togo face aux défis posés par l'érosion côtière. Pour ce faire, le Togo a souscrit au programme Wakarizip lancé en 2018. Cependant, la mise en œuvre du programme a entraîné des perturbations dans les activités quotidiennes de plusieurs catégories de personnes, notamment les pêcheurs, les maraîchers et les marailleuses des régions concernées, notamment ceux du segment Bojomé-Sanvi-Kondji. Pour soutenir et renforcer la résilience de ces communautés, la Banque mondiale va financer un sous-projet social à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA sur une période de 2 ans. Les soutiens consisteront en des dons de matériel essentiel comprenant des pirogues, des moteurs hors bord, des filets et des gilets de sauvetage pour les pêcheurs, des motopompes et des accessoires pour les maraîchers. De plus, des infrastructures sanitaires modernes seront également mises en place au niveau des campements. Cet investissement vise à renforcer les activités économiques locales, à promouvoir le développement durable et à améliorer les conditions de vie des communautés impliquées. Il est à noter que le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Wakarizip, a déjà mis en œuvre 44 sous-projets communautaires au Togo.
Parlons santé à présent. La lutte contre le paludisme au Togo demeure une préoccupation majeure en matière de santé publique et elle bénéficie d'un engagement soutenu impliquant des stratégies diverses. Et pour atténuer l'impact de la maladie, une approche collaborative entre autorités sanitaires, communautés locales et secteur privé est cruciale. Plus de détails dans ce reportage. Au Togo, la lutte contre le paludisme demeure une question de santé publique. Le paludisme, une maladie transmise par les moustiques, continue de représenter un défi majeur pour la population togolaise. Malgré les progrès réalisés, la maladie reste la principale cause de consultation dans les centres de santé du pays. Les autorités togolaises, les organisations partenaires et les entreprises mettent en œuvre diverses stratégies pour lutter contre le paludisme. Parmi ces stratégies, on retrouve la distribution de moustiquaires imprégnés, la sensibilisation de la population aux mesures de prévention, la fourniture d'un accès accru aux tests de dépistage et aux traitements efficaces, ainsi que des campagnes de pulvérisation d'insecticides. Réduire le taux de paludisme au Togo nécessite une approche holistique impliquant non seulement les autorités sanitaires, mais aussi la participation active des communautés locales, des organisations non gouvernementales et du secteur privé. La sensibilisation continue, l'accès aux soins de santé et l'engagement en faveur de l'élimination du paludisme demeurent des priorités clés. Il est essentiel que ces efforts se poursuivent afin d'atteindre l'objectif d'une réduction significative du paludisme au Togo. La mobilisation continue des ressources et des partenaires stratégiques est nécessaire pour renforcer les programmes existants et mettre en œuvre de nouvelles initiatives innovantes dans la lutte contre le paludisme. Et puis dans notre société, les centres de lecture et d'animation culturelle sont des moteurs essentiels du progrès éducatif, culturel et social. Au Togo, leur multiplication offre une multitude d'avantages tangibles à la population locale. Mais quels sont ces avantages et quelles motivations sous-tendent cette expansion? Élément de réponse avec Félicité Chaplin. Le Togo, en collaboration avec l'OIF, a démarré la création du deuxième réseau de 8 centres de lecture et d'animation culturelle. Tout d'abord, à travers les dotations en bibliothèque par l'OIF, ces centres offrent un accès à la lecture et à l'information pour les communautés locales, en particulier les jeunes et les populations défavorisées. Ils contribuent ainsi à améliorer l'alphabétisation et à encourager la curiosité intellectuelle au sein de la population parce qu'ils contiennent des livres neufs inscrits dans le programme éducatif togolais. Ensuite, ces espaces culturels offrent des opportunités d'apprentissage informel permettant aux individus d'explorer divers domaines de connaissances, de développer leur créativité et d'acquérir de nouvelles compétences. Les activités proposées dans ces centres favorisent également l'échange interculturel et la découverte de nouvelles perspectives. Nous notons donc la présence des matériels de sonorisation et de projection de films à cet effet. Aussi, la création de ces centres stimule le développement local en encourageant la participation communautaire. Ils servent de plateforme pour organiser les événements culturels, des ateliers artistiques, des conférences et des débats qui renforcent le tissu social et favorisent l'épanouissement individuel et collectif. Enfin, ces espaces contribuent à préserver le patrimoine culturel togolais en mettant en valeur les traditions orales, les contes, la musique, la danse et d'autres formes artistiques locales. Ils contribuent ainsi à renforcer l'identité culturelle du pays tout en favorisant un sentiment patriotique chez les citoyens. La page internationale à présent, la CEDEAO, réunie à Abuja au Nigeria, a décidé de lever avec effet immédiat une grande partie des sanctions qui avaient été imposées au Niger au lendemain du coup d'État militaire. Une décision accueillie avec satisfaction par la population de ce pays, comme nous le constatons dans ce reportage. La satisfaction était générale ce dimanche au grand marché de Niamey, la capitale nigérienne. La veille, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de lever les sanctions imposées après le coup d'État. Très attendue, la réouverture des frontières terrestres, une décision primordiale pour les commerçants dans ce pays enclavé.
En tant que commerçant, je vois que c'est une bonne chose parce que là, je vois les sanctions là. Si vraiment les sanctions continuent comme ça, le citoyen lambda, je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'il va s'en sortir. La population a le plus souffert des restrictions du fait de l'inflation ou des pénuries. La CEDEAO a aussi décidé de la reprise des transactions financières et du dégel des avoirs de l'État nigérien, un espoir de reprise pour l'économie du pays. Pour El Hadji Yacouba Dan Maradi, le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, il n'y a pas de doute, les prix vont baisser. Une fois que l'offre est importante, le prix baisse. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sur n'importe quel marché. Vous ne voyez pas avec l'hivernage, dès que la saison hivernale finit, donc les prix de denrées alimentaires baissent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de production. Mais El Hadji Yacouba Dan Maradi souligne aussi que les sanctions ont été néfastes dans d'autres pays de la CEDEAO. Il y a une économie à laquelle on ne s'était pas, qui s'est effondrée, à laquelle on ne s'attendait pas, c'est le Nigeria. Le Nigeria, je vous jure, si ces sanctions avaient continué sur 2 semaines, le Nigeria allait imploser. On a compris que, en fait, une partie de leur richesse, de leur stabilité monétaire venait du Niger. Avec le prix de l'électricité qu'ils nous vendaient et qu'on payait en dollars, en devises. Dimanche, les autorités nigériennes n'avaient pas réagi à cette annonce. Mais la CEDEAO a pris d'autres décisions. Cette fois, elle a déclaré lever les sanctions financières et économiques à l'encontre de la Guinée et lever les restrictions sur le recrutement des citoyens de la République du Mali pour des postes au sein des institutions de la CEDEAO. Fin janvier, très mécontent des sanctions, 3 États sous régime militaire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avaient annoncé se retirer immédiatement de la CEDEAO au profit d'une nouvelle institution sous-régionale baptisée Alliance des États du Sahel ou AES. Hier, le 25 février, était la date initialement prévue pour la tenue au Sénégal des élections présidentielles avant le report à une date ultérieure. Pour dénoncer ce report, les candidats à la présidentielle ont participé hier à un vote symbolique organisé par une organisation de la société civile. Dimanche 25 février aurait dû être jour d'élection présidentielle au Sénégal. Sauf que le scrutin a été reporté à une date ultérieure, mais la société civile a tenu à glisser des bulletins dans une urne, expression sarcastique d'un adieu à cette date constitutionnelle. Amertume partagée par l'opposition sénégalaise. Merci. Nous ne pouvons pas accepter de plus qu'on puisse nous priver de ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire notre liberté, notre démocratie, mais surtout notre capacité, notre pouvoir à élire notre. De jeunes manifestants sénégalais ont défié l'interdiction de leur manifestation. Ils se sont rassemblés dans les rues de Dakar pour condamner le report de la présidentielle. En tant que jeune Sénégalais qui devrait avoir la possibilité aujourd'hui d'exprimer ma liberté première en tant que jeune Sénégalais, ça me fait très mal de voir que nos droits ont été bafoués pour nous ramener dans un processus aujourd'hui incertain. Le 3 février, le président sénégalais Macky Sall a reporté le vote dans un discours télévisé à la nation. L'opposition proteste. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre ce lundi un dialogue voulu par le gouvernement pour fixer une nouvelle date du scrutin. Rappelons qu'aujourd'hui a démarré au Sénégal le dialogue national initié par le président Macky Sall, une concertation de 2 jours qui a pour but de déterminer la nouvelle date de tenue des élections présidentielles et discuter de la gestion de la période postérieure au 2 avril, date d'expiration du mandat du président Macky Sall. Nous reviendrons plus en détail sur ce dialogue national dans nos prochaines éditions. Toute autre actualité à présent, décédé le 4 février dernier à l'âge de 84 ans des suites d'un concert, le président namibien Hadj Geingob a été inhumé ce samedi. Un dernier hommage national lui a été rendu au stade de l'indépendance de Windhoek. Des dirigeants de plusieurs pays ont assisté à l'événement. Le défunt président de la Namibie a été inhumé dimanche au cimetière de Heroes Acre après des funérailles nationales. Décédé le 4 février dernier des suites d'un cancer à Windhoek, Hadj Geingob était le 3e président de la Namibie depuis que le pays a obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud d'apartheid
en 1990. Our president and our commander-in-chief. Notre président et notre commandant en chef, son Excellence le Dr Hage Gottfried Geingob, reposez en parfaite paix, tandis que nous vous saluons. Adieu jusqu'à ce que nous nous retrouvions. May God Almighty grant unto you eternal rest. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde le repos éternel et fasse briller sa lumière perpétuelle sur vous. Adieu, le président du peuple. The people's president. Drapé du drapeau namibien, le cercueil de Geingob est emporté dans sa dernière demeure devant sa veuve et les représentants de 27 pays, dont la princesse Anne, sœur du roi britannique Charles III, les présidents de l'Allemagne, du Qatar et 18 autres chefs d'État. Et puis aujourd'hui a démarré à Nairobi au Kenya la 6e session des Nations Unies pour l'environnement, une occasion pour discuter de la durabilité, de la conservation de la biodiversité et d'autres enjeux environnementaux mondiaux. Plus de détails sur l'événement dans ce reportage. Cette semaine à Nairobi au Kenya se tient la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Ces pourparlers ont pour but de mettre en lumière les dangers qui menacent la planète dans son ensemble et de prendre des mesures préventives pour empêcher sa dégradation. L'UNEA 6 se déroulera jusqu'au vendredi 1er mars. Si nous polluons trop nos cours d'eau, si nous surpêchons dans nos océans ou si les plastiques se retrouvent dans les océans, même s'ils ne viennent peut-être pas du Kenya, ils pourraient assurément s'échouer sur les côtes kenyanes. Le fait est que la seule façon de résoudre certains de ces problèmes est de parler ensemble, et parler ensemble est la définition même du multilatéralisme. La plupart des discussions de l'UNEA 6 aborderont la manière dont la triple crise planétaire enracine la pauvreté et creuse le fossé entre les riches et les pauvres. Mais le principal point à l'ordre du jour est la façon dont le multilatéralisme peut contribuer à résoudre les problèmes liés au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution. Ce que nous devrions attendre de l'UNEA 6, ce sont des gens, des décideurs qui regardent vers l'horizon, qui sont conscients de ce qui nous attend, qui pourrait potentiellement endommager notre planète et qui prennent des mesures préventives pour éviter tout cela. Et en ce qui concerne les dommages qui sont déjà là, prendre des décisions contre ces dommages, de sorte que nous puissions vivre sur une planète durable et saine. Des dirigeants mondiaux et plus de 5000 représentants de gouvernements, de la société civile et du secteur privé sont attendus. L'UNEA est le principal organe décisionnel mondial en matière d'environnement. Il regroupe les 193 États membres des Nations Unies. Et puis lors de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui se tient à Abu Dhabi, la directrice générale de l'institution, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé à une action collective visant à protéger le commerce mondial, soulignant les défis économiques, géopolitiques et logistiques actuels. L'Organisation mondiale du commerce a plaidé lundi pour une action collective face aux incertitudes économiques et des tensions géopolitiques. La directrice générale de l'OMC s'est exprimée lors de la biennale en cours aux Émirats arabes unis sous la pression des puissances mondiales à l'aube d'élections cruciales à venir dans le monde. Ne prétendons pas que tout cela serait facile. Si nous pensions que le monde semblait difficile en mai 2022, alors que nous sortions lentement de la pandémie et que la guerre en Ukraine avait mis fin à la sécurité alimentaire et énergétique, la situation est encore plus difficile aujourd'hui. Il faut se pencher sur l'incertitude et l'instabilité partout. Les tensions géopolitiques se sont aggravées. Le conflit s'est propagé et comme nous le voyons, le Moyen-Orient est loin de faire les manchettes dans certaines parties de l'Afrique et du monde arabe. Nous ne devons pas oublier le conflit au Soudan, qui a déplacé près de 8 millions de personnes, ou encore le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Face à l'Assemblée, Ngozi Okonjo-Iweala est revenu sur les défis majeurs du moment.
La hausse des prix des aliments, de l'énergie, des engrais et d'autres produits essentiels continue de peser sur le pouvoir d'achat des gens. Les perturbations dans les voies navigables vitales comme la mer Rouge et le canal de Panama, une nouvelle source de retard et de pressions inflationnistes, rappellent en temps réel les risques que pose le problème de sécurité et la crise climatique pour le commerce mondial et la production. La 13e conférence ministérielle de l'OMC se tient à Abu Dhabi jusqu'à jeudi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous. Restez fidèles au programme de la CIT.